Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule vidéo. Je m'appelle Pawan, je suis en deuxième année et je suis chargé de TD Chimie. Donc aujourd'hui on va faire les fonctions monovalentes. Donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser le support du prof, donc les schémas et les diapos du prof pour illustrer un peu et pour revenir sur certaines notions vues donc dans le cours. Je ne vais pas revenir sur toutes les notions, mais sur celles qui me semblent les plus importantes. Et voilà, donc c'est parti. Donc aujourd'hui, on va faire la première partie, c'est-à-dire les dérivés halogénés. Donc dans cette première partie de la capsule. Donc c'est parti. Hop. Alors au niveau des généralités, donc voilà, donc le symbole Rx. Donc je vais quand même revenir sur euh, les dérivés halogénés. Donc c'est tous les éléments qui ont euh, comment ça s'appelle, pour représentation donc Rx, R avec le radical. Donc par exemple ça peut être CH3, CH2, X par exemple. Donc ça c'est un exemple d'un dérivé halogéné tout simplement. Ou un halogénure d'alkyle, on peut aussi parler d'halogénure d'alkyle ou d'halogénure tout simplement. Ce qui est important à retenir ici, c'est l'étude de l'électronégativité. Donc pour rappel toujours, normalement ça vous l'avez déjà vu, mais dans le tableau périodique, en fait, on a plein d'éléments. Donc à part évidemment la dernière colonne où on a les gaz nobles, sinon tous les éléments là, normalement ils ont une électronégativité et l'électronégativité va augmenter lorsqu'on se dirige soit vers la droite, soit vers le haut du tableau. Donc ici, l'électronégativité qu'on peut noter par exemple En, et ben, en fait, elle va augmenter lorsqu'on monte tout simplement ou lorsqu'on va à droite du tableau. Donc c'est pour ça que ici le fluor, ça va être l'élément le plus électronégatif. Okay, et puis en bas, évidemment, on a le chlore, le brome, l'iode. Et c'est ces éléments-là, cette colonne-là, dont on va parler aujourd'hui, puisque ce sont eux qui sont dans le groupe donc, des halogènes. Si on représente l'électronégativité toujours, donc dans cette liaison, par exemple ici carbone et l'halogène X, ce qui va se passer concrètement d'un point de vue des électrons, c'est que comme l'halogène va être très électronégatif, donc il a une capacité à attirer à lui les électrons présents dans la liaison, et bien en fait, si on veut représenter les électrons de cette liaison-là, on peut les dessiner de cette manière-là. Par exemple, on va mettre un électron ici et un électron ici. Donc on voit que les électrons sont un peu plus répartis du côté de l'halogène que du côté du carbone. Voilà. Donc ça, c'est une représentation assez simplifiée, mais pour bien comprendre de quoi on parle. Et puis l'électronégativité, elle se note toujours avec des charges partielles. Enfin, en tout cas, on représente l'électronégativité avec des charges partielles. Donc ici, delta moins, parce que ça va être plus, donc ça va être électronégatif, et on va avoir des charges partielles négatives autour de cet halogène. Et notamment ici, on a une charge partielle négative, et puis ici, la charge partielle positive. Okay, donc ce n'est pas une charge, évidemment, on va dire, complète, mais ça reste une charge partielle, et on va voir qu'il y aura des propriétés, justement, notamment d'électrophilie et de nucléophilie. Alors qu'est-ce que c'est que l'électrophilie et l'électrophilie donc, et la nucléophilie? C'est tout simplement, par exemple, l'électrophilie, ça serait pour le carbone le fait d'être attiré par des électrons. Pourquoi le carbone serait un peu attiré par des électrons? Parce que il est chargé partiellement positivement, donc il va être attiré par des éléments négatifs. Et dans le même sens, ici, ça serait plutôt l'halogène, il va plutôt être nucléophile, pardon, puisqu'il a une charge partielle négative et il va être attiré par des éléments qui portent des charges positives. Okay, donc ça, c'est un peu la base. Là, j'ai un peu fait la base pour pouvoir un peu comprendre le début du raisonnement. Donc voilà, symbole Rx, avec les halogènes, donc fluor, chlore, brome, iode, etc., le carbone, sp3, etc. On continue. Donc alors, les propriétés chimiques, et donc premièrement, on va voir l'action sur les métaux. Donc on a ici notre dérivé halogène, l'halogénure,
avec delta moins du côté de l'halogène et delta plus du côté du radical, avec ici un magnésium, et puis on obtient ce qu'on appelle un organo magnésiien. Voilà. Et puis on peut aussi obtenir des organozinc. Bon, voilà. Je ne vais pas trop me concentrer sur ces réactions-là, c'est pas ça qui m'intéresse le plus. Ce qu'on peut juste remarquer, c'est que dans cette réaction, on a bien l'halogène qui est le plus électronégatif, donc il est delta moins, et que suite à cette réaction-là, avec le magnésium, en fait, on a une inversion de la charge partielle, finalement, parce que le carbone qui était là, ou le radical si on veut, enfin en tout cas le carbone du radical qui était chargé partiellement positivement, va devenir chargé partiellement négativement du fait du magnésium, puisqu'on se rappelle, le magnésium, il est situé donc, dans le tableau périodique vraiment à ce niveau-là. Donc voilà, comme il est situé à ce niveau-là, donc vers ce côté-là, il est très peu électronégatif, alors que le carbone, il va être un peu plus de ce côté-là. Donc le carbone, alors je vais le faire même un peu plus haut, mais donc il est plutôt situé, donc voilà. Voilà. Alors les réactions de substitution nucléophile. Donc voilà, nous on va vraiment s'intéresser aux réactions de substitution nucléophile. Il y a différents ordres. Puis aux réactions d'élimination, on va essayer de voir à chaque fois quelle est la différence entre ces différents mécanismes, comment ensuite savoir lequel est stéréospécifique ou non stéréospécifique, dans quel cas il y aura l'un et pas l'autre, etc., etc. Donc déjà la première partie, c'est la substitution nucléophile, ou SN. Et le mécanisme général, on le voit ici. Si je le détaille encore une fois pour bien comprendre, c'est qu'on va avoir R. Alors, là, il y a une petite... Donc on a Rx avec, si on fait toujours les électrons qui sont un peu plus du côté de l'halogène, une charge partielle delta- et une charge partielle delta+. Voilà. Le nucléophile ici. Donc le nucléophile est représenté donc, par le prof négativement, mais il faut savoir qu'il peut être neutre. Okay, donc ça peut être des fois, selon le type de substitution nucléophile, ça peut être par exemple de l'eau ici, ou ça peut être quelque chose d'effectivement de chargé négativement. Mais pour faciliter un peu la compréhension, on va le représenter avec une charge négative. Okay, donc voilà, donc on a la réaction de substitution nucléophile, comme son nom l'indique, va en fait, du fait donc, de la charge partielle ici négative et de la charge partielle ici positive, et bien comme ici on a une charge négative, en tout cas on va avoir un élément qui va être, comme son nom l'indique, nucléophile, qui va être attiré par les charges positives, en fait va tout simplement venir attaquer ce radical-là tout simplement. On va voir qu'il y a différents mécanismes précisément. Et puis dans le même temps, ce qui va se passer, c'est que dans cette liaison Rx, on va tout simplement avoir cette liaison-là qui va se retrouver, les électrons de la liaison qui vont se retrouver sur notre halogène, donc qui va devenir, donc qui est même noté aussi le groupe partant ou qu'on appelle aussi nucléofuge. Donc il part avec les deux électrons donc si on veut bien représenter, voilà, on a bien les deux électrons ici qu'on a représentés dans le Rx, et puis le nucléophile, lui qui se lie à R, et donc on a bien une réaction de substitution nucléophile. Voilà. Donc on va voir qu'il y a deux mécanismes possibles. C'est parti. Donc premier mécanisme, c'est le mécanisme SN1. Mécanisme SN1, on a deux étapes dans la réaction de SN1, on va voir pourquoi ça s'appelle SN1 d'ailleurs, pourquoi c'est d'ordre 1. Donc juste pour détailler très rapidement, on a la première étape qui est lente, qui est monomoléculaire. Donc première étape très classique, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir spontanément, donc là il n'y a pas d'intervention encore de nucléophile ici, on le voit bien, ça se fait spontanément, en fait, l'halogène, en fait, dû à son électronégativité, encore une fois, hein, toujours c'est la même chose, dû à son électronégativité, comme les électrons sont assez proches de lui, en fait, à un moment donné, les deux électrons en fait, vont arriver comme ça sur le X, sur l'halogène, et ce qui va se passer, c'est que on va avoir spontanément la formation ici d'un carbocation avec notre fameux halogène qui est chargé négativement, puisque tout à l'heure il avait du coup il va récupérer un électron supplémentaire et lui il va lui manquer justement un électron supplémentaire. On a la formation d'un carbocation. Voilà ce qui se passe concrètement ici, et ça se fait de manière spontanée. C'est pour ça qu'on va représenter cette réaction avec deux flèches dans un sens et dans l'autre. On a une réaction
qui se fait par elle-même, qui n'implique pas de nucléophile ou de base à côté, et qui va par conséquent être lente. Okay, on ne va pas avoir une attaque forte ou quelque chose, un mécanisme qui va engendrer ce phénomène-là, ce départ des électrons-là. Ça se fait naturellement, spontanément, et ça se fait surtout lentement. Okay, donc ça peut se faire dans les deux sens. Ça veut dire qu'on peut avoir, hop là, la formation du nucléofuge donc, qui va partir, la formation du carbocation, et en fait, comme le carbocation, par exemple, n'est pas assez stable, et ben, il revient à sa forme d'origine. Et il récupère, on a une nouvelle liaison entre les deux, et on revient sur cette forme-là. C'est pour ça qu'on parle d'une réaction lente et qu'on la représente avec deux flèches, des deux côtés. Donc, première étape, c'est donc une réaction qui est lente et qui implique la formation d'un intermédiaire réactionnel. C'est notre carbocation qui est présent ici. Donc, deuxième étape ensuite, c'est uniquement lorsque le carbocation est formé qu'on va pouvoir ensuite avoir une attaque nucléophile sur le carbocation, puisque le nucléophile est chargé négativement, ou en tout cas est basique, et puis le carbocation évidemment, pour former, donc pour réaliser la substitution nucléophile complète. Okay, on a bien substitué, à la base on avait donc un radical avec un halogène, et à la fin on a notre radical qui a été donc, et le nucléophile qui s'est substitué finalement à l'halogène initial. Donc à la fin il nous reste notre halogène qui est chargé négativement. Donc voilà pour la réaction. On va voir justement les détails de cette réaction-là, pourquoi on va parler de carbocation plan, etc. Alors donc si on continue, notre équation elle est assez simple à comprendre. Donc là on a K qui est une constante, donc la vitesse de la réaction elle est régie par, on peut la déterminer grâce à une formule tout simplement. Donc là on a une constante puisque c'est pas forcément la formule qui nous intéresse, c'est pourquoi, quels sont les facteurs de cette formule. Donc là on voit qu'il y a, donc la constante est un facteur qui nous intéresse, et il y a un seul facteur ici qui détermine une seule variable qui va déterminer la vitesse de réaction, c'est la concentration en composé halogéné initial, donc en Rx. Et ça se comprend assez facilement puisque la concentration en composé Rx détermine ensuite la concentration en carbocation formée. Et évidemment, la concentration en carbocation formée va ensuite permettre à la réaction de s'effectuer en entier. La quantité de nucléophiles n'intervient pas en réalité dans ce mécanisme de substitution nucléophile d'ordre 1. Pourquoi ? Parce que tant qu'on a un carbocation qui va être formé, on aura à la fin la formation du produit final, tout simplement. On aura la formation du produit final. Par contre, en revanche, si on a une concentration très très basse en Rx, déjà que la formation de carbocation n'est pas complète, elle est lente, elle prend du temps à se faire, et ben en plus, le nucléophile, en fait, il aura très peu de quantité de carbocation à attaquer, et donc on aura une très faible formation de produit final. Donc très important, et ça se passe au niveau d'ailleurs même enzymatique, c'est que dans les réactions, c'est toujours l'étape la plus lente de formation moléculaire qui va en fait déterminer la vitesse totale de la réaction. Et donc ici, c'est bien la première étape qui permet la formation du carbocation, qui régit en fait la vitesse globale de la réaction. Si on veut pour mieux comprendre, en fait, c'est si on disait par exemple qu'on avait très peu de Rx initialement, et qu'en plus elle est lente, et ben en fait on n'aurait pas de formation de carbocation. Par conséquent, qu'est-ce qui se passerait ? Et ben la deuxième étape elle ne pourrait pas se faire. Okay, et donc on n'aurait pas notre produit final tout simplement. Donc c'est uniquement cette quantité de Rx qui va en fait qui va être déterminant dans la vitesse, dans la cinétique de la réaction. D'où sa présence ici dans la formule. Et c'est pour ça qu'on parle de substitution nucléophile d'ordre 1. C'est parce qu'il y a un seul facteur qui intervient dans la vitesse de la réaction. Au niveau de la stéréochimie maintenant, donc ça c'est quand même un point assez important à comprendre.
qu'est-ce qui va se passer concrètement, et notamment avec l'intermédiaire réactionnel qui va être le carbocation. Alors juste ici, le prof a oublié de mettre une flèche dans l'autre sens, parce qu'on a vu que ça se passe dans les deux sens, c'est la réaction lente ici. Et puis après, ici, on a la réaction rapide avec le nucléophile, ici c'est l'H2O. Alors au niveau de la stéréochimie, donc lorsque le carbone lié au chlore, donc à l'halogène, est asymétrique, ici on voit qu'il est asymétrique, donc on va pouvoir parler de stéréochimie. Okay, donc voilà, là il est asymétrique. En fait, qu'est-ce qui va se passer concrètement? La formation, donc la première étape, lente, va impliquer le départ de Cl comme on l'a vu. C'est-à-dire que là, si on refait le... bon, il n'y a pas forcément besoin de le refaire, mais si on veut, on a les deux électrons qui sont un peu plus proches du côté de Cl au niveau de la liaison, qui vont engendrer le fait qu'ils vont partir au niveau de Cl. Donc on aura notre carbocation qui va être formée avec les trois éléments autour qui sont restés, plus, donc là le prof n'a pas forcément mis, mais on peut le noter Cl-, okay, pour bien respecter, pour bien détailler la réaction. Et puis, donc cet ion carbonium planaire, donc ce carbocation plan dans l'espace, il est très très important pour comprendre la stéréochimie. Alors pourquoi il est plan dans l'espace? Parce qu'il y a uniquement trois éléments qui sont liés à lui, puisque justement il lui manque un électron pour faire la quatrième liaison. Il y a trois éléments qui sont liés à lui. Et si jamais on veut le représenter dans l'espace, on peut le faire par exemple, donc là on a le carbone ici, on va avoir un premier groupement de ce côté-là, un deuxième groupement de ce côté-là et un troisième groupement par exemple de ce côté-là. Et en fait, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que, donc ça c'est dans la vue, par exemple c'est une vue depuis le haut de la molécule, donc quand on regarde par le haut de la molécule. Là j'ai fait une vue un peu latérale, on va dire. Et en fait ce qui va se passer, c'est que ce carbocation, donc qui est positif évidemment, ce qui va se passer, c'est que le nucléophile ici, c'est un hydrogène, c'est une molécule d'eau, pardon. Mais le nucléophile, donc par exemple, si je le représente comme ça, il va pouvoir attaquer par deux endroits, parce que justement, il est plan, donc en fait, il y a le même angle entre les trois éléments à peu près, et il va avoir deux possibilités. Il va pouvoir soit attaquer par le haut, ça c'est la première possibilité, soit il va pouvoir attaquer par le bas. Voilà. Ok. Et en fait, il va pouvoir soit attaquer par le haut, soit par le bas, avec le même taux de chance, quoi, finalement. C'est comme quand on lance une pièce, on a autant de chances de tomber sur pile que sur face. Et bien ici, c'est exactement pareil. C'est comme on a un carbocation qui est plan dans l'espace, ok, et ben en fait, on va pouvoir autant attaquer par le haut que par le bas. Et donc on a en fait deux possibilités. Et lorsque le carbone, et ici c'est bien le cas, initial est asymétrique, et ben en fait on va avoir deux possibilités, puisque le nucléophile il va attaquer par le haut, soit par le bas, et ben on va pouvoir avoir, si ici par exemple on avait, je sais pas moi, si ici ce qu'on obtient, on a une configuration par exemple, je sais pas moi, avec la première étape, avec la première possibilité, on a une configuration de type R, et ben avec la deuxième, donc là ça c'est la première possibilité, la deuxième possibilité par exemple c'est celle-là, c'est attaquer par le bas, et ben imaginons qu'avec la deuxième possibilité, et ben on obtient effectivement une configuration de type S, ok, et on obtient les deux à un même pourcentage, donc 50% à peu près de configuration d'isomère, de stéréoisomère R, et 50% de stéréoisomère S. D'où le fait que la réaction est dite non stéréospécifique. Ça veut dire que on n'a pas un stéréoisomère plus que l'autre. Okay, on a 50% de chaque. Okay, donc on a une réaction qui est dite non stéréospécifique. On peut aussi dire qu'on a on obtient un mélange finalement avec cette réaction de SN1. On obtient un mélange de deux énantiomères. Et quand on a un mélange justement de deux énantiomères R et S, on parle de racémisation. Okay, pourquoi? Parce qu'on a vu le carbocation, il est plan dans l'espace. Donc on peut attaquer aussi bien par le haut que par le bas. On a la même probabilité d'attaquer par le haut ou par le bas. Donc voilà, normalement, c'est assez simple à retenir. Maintenant, on va passer à la substitution nucléophile d'ordre 2. Okay, donc
Cette fois-ci, la substitution nucléophile d'ordre 2, la SN2, elle se fait en une seule étape, avec le nucléophile qui va attaquer toujours le carbone, qui est lié à l'halogène. Et cette fois-ci, on va avoir dans le même temps, dans la même étape, deux choses qui vont se passer. Le nucléophile va attaquer le carbone donc, dans le radical, qui est lié à l'halogène. Et dans le même temps, parce que le nucléophile est attaqué, ça va favoriser le départ. Alors déjà que il est quand même assez sensible, il est déjà un peu prêt à partir, parce qu'on avait vu, il est un peu plus électronégatif, donc les électrons sont un peu plus proches de l'halogène, dans cette liaison carbone-halogène. Et bien, en fait, ça va favoriser le départ de l'halogène, qu'on appelle aussi nucléofuge, et ce qui va engendrer donc effectivement la substitution nucléophile, mais cette fois-ci elle est beaucoup plus rapide le mécanisme, puisque elle se fait en une seule étape, avec donc cette différence-là de se faire en une seule étape. Et on va voir qu'il y a d'autres éléments aussi à prendre en compte dans ce mécanisme-là, puisque justement ça se fait en une étape. Alors, première chose, le fait qu'il soit fréquent avec des substrats primaires. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que comme le nucléophile va attaquer un carbone ici, donc, alors je vais essayer de faire un exemple pour que ce soit un peu plus compréhensible. Donc par exemple, si je fais, alors, je sais pas moi, si je fais par exemple un carbone ici, hop là, avec donc l'halogène évidemment, hop là. Donc le carbone, imaginons dans une première étape, qui soit lié, alors non, on va faire plutôt. Je le fais pas je fais pas forcément une représentation spatiale, mais je fais une représentation qui nous permettra de bien comprendre. Donc imaginons que le premier carbone là au centre, qui est lié à l'halogène, il soit lié à 3 autres carbones. Donc après les carbones forcément vont être liés à des hydrogènes. Hein. Donc voilà, hop. Voilà, hop, hop et hop. Donc là, on a un carbone qui est dit tertiaire. Alors juste quand même, les carbones, je vais les faire en bleu et les hydrogènes, voilà, en vert, en jaune. Et puis l'halogène, par exemple, en rouge. Voilà. Donc les carbones, on voit que c'est un carbone qui est lié à 3 autres CH3 du coup. Donc il y a pas mal d'éléments autour. Donc on parle ici d'un substrat qui est tertiaire ou quaternaire même. En tout cas, quand lui il va partir, ça va être un substrat donc tertiaire. Ce qui va se passer ici, c'est que dans ce mécanisme-là, si jamais on a un nucléophile, et ben en fait il va avoir du mal à former un chemin et à arriver jusqu'au carbone. Parce qu'il y a pas mal d'éléments autour. Donc là, j'ai fait un truc assez simple, mais on peut imaginer qu'il y a un autre carbone, par exemple, qui est lié au CH3, et puis un autre carbone ici qui est lié à un autre CH3, et après des hydrogènes. Enfin voilà, on peut imaginer plein de choses. Voilà. Et en fait, on va avoir une gêne stérique. Ça veut dire qu'au niveau spatial, on aura plein d'éléments qui vont perturber le cheminement du nucléophile jusqu'au carbone ici, qui permettra ensuite de faire partir cet halogène. Ça, c'est dans un cas où on n'a pas de substrat primaire. Là, on a un substrat tertiaire, même quaternaire. Maintenant, dans le deuxième cas, imaginons qu'on a notre carbone ici, avec l'halogène. Hop là. Donc voilà. Et puis, cette fois-ci, imaginons qu'il soit lié à un seul autre carbone. Et puis les deux autres, là, hop, voilà, ça soit des hydrogènes. Bon, là, évidemment, il y a d'autres hydrogènes. Donc voilà. Donc imaginons qu'on est dans cette situation cette fois-ci. Donc on a nos carbones ici, nos hydrogènes ici. Qu'est-ce qui se passe? On voit que déjà, au niveau spatial, il y a beaucoup plus d'espace. Il y a seulement 2 hydrogènes ici, un carbone et H3 du coup. Et donc ici, le nucléophile va avoir beaucoup plus de facilité à se frayer un chemin, finalement, et à attaquer ce carbone-là, qui ensuite permettra le départ de cette liaison-là et le départ de X. Donc c'est pourquoi on dit que le mécanisme va avoir plus de chances de se produire lorsqu'on aura des substrats primaires ou secondaires. Parce que sinon on a une gêne stérique.
Et puis, dernière chose aussi importante à retenir, c'est que quand le nucléophile arrive d'un côté, en fait, on a le départ du chlore, donc le départ de l'halogène ici, opposé à l'arrivée ici du nucléophile. Donc là, on a le nucléophile. On a notre halogène qui va partir. On a le carbone lié à l'halogène. Et lorsque le OH ici va arriver, donc comme ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire il va hop là attaquer, le chlore ici va partir évidemment, et on va avoir en fait un départ de l'halogène du côté opposé à l'arrivée du nucléophile. Ça, c'est un truc important. Et ce qui va engendrer en fait une inversion de configuration. C'est-à-dire que le OH, lorsqu'il va arriver, il va un peu décaler ces hydrogènes-là de ce côté-là. Et on aura une inversion de configuration. Alors, je crois que le professeur il le montre dans la vidéo sur la diapositive. Moi, je ne l'ai pas ici, mais on a une inversion de configuration. Ça aussi, c'est un truc à retenir. Et donc l'équation de la substitution nucléophile d'ordre 2, pourquoi c'est une substitution, pourquoi on parle de mécanisme de SN2? C'est parce qu'elle est d'ordre 2, parce que dans la réaction, dans l'équation de la vitesse finalement, de la cinétique, en tout cas on parle de loi de vitesse, et ben en fait on a deux facteurs qui rentrent en compte. Le premier facteur c'est la quantité de dérivés halogénés présent initialement, et puis la quantité de nucléophiles. Pourquoi ça? C'est parce que le mécanisme se fait seulement en une étape, ok? Et donc on a ce qui va dépendre, comment on appelle ça? Ce qui va déterminer la quantité de produits formés, ça va être à la fois la quantité de dérivés halogénés présents initialement et la quantité de nucléophiles. Si on a moins de nucléophiles, on aura du coup moins de produits. Si on a moins de dérivés halogénés, on aura moins de produits toujours. Okay, donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un mécanisme de type SN2, d'ordre 2, parce que la loi de vitesse, elle dépend de deux facteurs, la concentration de Rx et la concentration en nucléophiles. Okay, et ce qui n'était pas le cas de la réaction de SN1, parce qu'on a vu que ça dépendait uniquement, principalement, de la concentration en dérivés halogénés, parce qu'il y avait la première étape, parce que l'équation, la réaction se faisait en deux étapes. Concernant la stéréochimie, donc pareil, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que là, on a notre nucléophile. Donc pour résumer, parce que là, ça peut être parfois un peu plus compliqué à comprendre, on a notre nucléophile ici. On a du coup, donc ça c'est le nucléophile finalement. Le nucléophile va venir attaquer. Donc le nucléophile va venir attaquer comme ça, hop là, le carbone ici. Le carbone, il est déjà asymétrique initialement, on le voit. Donc là, ici, il est de configuration R. Et ben après cette attaque, finalement, on obtient une configuration S avec une inversion de configuration parce qu'on voit que le ME ainsi que donc, le méthyle et l'hydrogène, en fait, se sont décalés ici vers la gauche dû à l'arrivée du nucléophile parce qu'il les a un peu poussés et en même temps dû au départ de l'halogène. Et en fait, c'est absolument normal. C'est une inversion de la configuration. On avait un carbone asymétrique R, ici on a un carbone asymétrique S. Voilà. Alors maintenant, les facteurs influençant la réaction, la substitution nucléophile. Donc la nature du substrat, la nature du nucléophile, la nature du nucléofuge et la nature du solvant. On va voir le tableau bilan finalement de ça. Donc SN1, on a dit que ça se passait en deux étapes. La première étape, c'est l'étape cinétiquement déterminante. On a vu que l'halogénure, donc si je refais un peu le schéma pour faire un petit rappel finalement. Donc l'étape 1, on avait notre R et notre X, hop là, avec la formation du carbocation plus du coup X-, ça c'est l'étape, ça c'est la première étape. La deuxième étape, on avait, notre X, alors non, du coup le carbocation qui va être attaqué par un nucléophile. Donc le nucléophile par exemple, je le mets en rouge ici, qui va l'attaquer et qui va pouvoir permettre la formation de RNU. Donc voilà. Donc on a deux étapes ici.
Donc par conséquent, donc la nature de l'halogénure, on a vu, c'était mieux qu'il soit tertiaire. Pourquoi il faut que ça soit tertiaire? C'est parce que on a la formation d'un carbocation. Ok, on a vu le carbocation plan dans l'espace. Et un carbocation plan dans l'espace, vous l'avez vu dans d'autres cours, il va être plus stabilisé lorsqu'il est tertiaire. Lorsqu'il y a plein d'éléments, plein de groupements donneurs d'électrons, comme par exemple CH3, eh ben, il va pouvoir être plus stabilisé, donc il va être présent en plus grande quantité pour pouvoir faire la deuxième étape de la réaction. Imaginons qu'on ait initialement, par exemple, je sais pas moi, une molécule de type alors CH3X par exemple, ok. Imaginons que cette molécule-là, pour la première réaction, on a la formation du coup de notre carbocation avec CH2+, plus X-, et bien ça, par exemple, ça c'est une molécule qui est extrêmement peu stable. Alors là, automatiquement, à la seconde où on a la formation de CH2+, comme on a un halogénure qui est primaire, et ben, il est absolument pas stable et il va automatiquement refaire une liaison avec l'halogénure avec l'halogène négatif qui est présent à côté. Il va tout de suite faire la liaison pour revenir à son état initial. Okay. Donc dans ce cas-là, par exemple, on n'aura quasiment jamais la réaction qui va avoir lieu. Et donc on n'aura même pas la possibilité de réaliser la deuxième étape de la réaction. Okay. Alors que si c'était par exemple CH3, enfin CH2, imaginons qu'on ait plein d'autres carbones liés à ce carbone là, on aurait, par exemple, ça serait un carbone tertiaire, et ben on aurait pu avoir plus longtemps un carbocation qui serait stable et donc pouvoir permettre la rencontre entre le nucléophile et le carbocation et permettre de finaliser la réaction de SN1. Donc voilà pourquoi on favorise plutôt un halogénure tertiaire dans la réaction de SN1. Maintenant, pour la réaction de SN2, c'est le contraire. On avait vu que comment ça s'appelle, la réaction se faisait en une seule étape. Donc par exemple, on avait Rx, on avait la formation, et donc on avait notre nucléophile ici négatif qui attaquait. Alors du coup, je devrais plutôt le faire d'un côté, donc on va dire qu'il attaque de ce côté-là. Du coup, le X va partir de l'autre côté, évidemment, du côté opposé. Le nucléophile donc va être lié au R, donc au radical, plus évidemment le X qui va partir. Et on a vu que le nucléophile, pour attaquer, avec l'exemple là, de tout à l'heure, avec ça là, avec la gêne stérique ici, si jamais il est trop substitué le carbone, eh ben, on aura plutôt une réaction de type SN2 qui va avoir lieu lorsque l'halogénure est plutôt primaire que s'il était tertiaire, tout simplement. Au niveau de l'halogène, ça sera toujours la même chose pour les différentes réactions, que ce soit SN1, SN2 et même les réactions d'élimination, puisque l'iode est un meilleur groupement partant que le chlore, tout simplement. Donc voilà. Et la nature du nucléophile aussi. Donc ça aussi, c'est un élément important. Comme ici, le nucléophile, il va intervenir lors de la deuxième étape de la réaction sur un élément qui sera un carbocation et donc qui sera déjà parfaitement chargé positivement. Hein. On a une charge ici réelle, on va dire. C'est pas une charge partielle ou quoi, c'est une charge réelle. Et ben en fait, le nucléophile, il peut être faible. Donc il peut être faible, donc il peut être non chargé. Ça peut être de l'H2O, donc c'est un nucléophile qui est non chargé. Si je dessine l'H2O, on a notre oxygène ici. On a hydrogène avec les doubles liaisons. Si on fait l'électronégativité pour chaque liaison, on a ici delta plus, ici 2 delta moins, puisqu'on a deux liaisons delta plus. On a ici les électrons de la double liaison et en plus les électrons qui sont un peu plus présents du côté de l'oxygène. Donc en fait, si on veut, on a ce pôle-là un peu qui est concentré en électrons, donc qui va être vraiment nucléophile, okay, qui va vraiment être chargé par des charges du coup positives. Ici, il y a beaucoup d'électrons Et puis ici, justement, on a un manque d'électrons de ce côté-là. Okay, il y a un manque cruel d'électrons.
Donc c'est pour ça que on a l'H2O qui peut être un nucléophile, mais qui est faible, hein. Il est pas chargé, ça reste des charges partielles. Ok, c'est pas des charges réelles. Ici, donc on peut avoir un nucléophile qui est faible, ou alors faiblement basique, comme l'iode. Donc faiblement basique et qui va pouvoir attaquer. Pourquoi? Parce que le carbocation, il est chargé, il a une réelle charge positive. Donc même un petit nucléophile voilà, qui est pas chargé va pouvoir quand même facilement attaquer et pouvoir réagir surtout avec le carbocation. Au contraire, la nature du nucléophile de ce côté-là, comme initialement la molécule ici n'est pas chargée factuellement positivement, elle a simplement, si on peut le rappeler, hein, ici on a simplement une charge partielle positive et ici une charge partielle négative. Bah, comme ça reste simplement une charge partielle positive, ça va être un peu plus compliqué d'attaquer le carbone qui se trouve dans cette liaison-là. Par conséquent, il faut que la nature du nucléophile soit quand même assez fort. Donc c'est pour ça qu'on parle d'un élément, d'un nucléophile chargé basique. Okay, donc par exemple le CH3 au moins, ou le OH moins d'ailleurs. Et puis enfin la nature du solvant, donc dans l'un il est protique polaire, dans l'autre il est aprotique polaire. Donc voilà, les nucléophiles sont aussi des bases, donc possibilité de réaction d'élimination. Et on en vient justement à la réaction d'élimination.